Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Christelle, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Donc juste pour rappel, avant le début de la présentation, concernant l'interface Zoom, donc vous pouvez poser toutes vos questions au cours de la présentation dans le petit onglet Q&R pour questions et réponses. Ça nous permettra d'y avoir accès dans l'intégralité à la fin de ce webinaire et de pouvoir y répondre. Donc il faut éviter, donc, il ne faut pas les poser dans Converser parce qu'après on ne peut pas y avoir accès. Donc c'est le petit rappel. Donc du coup, je suis Morgane Cerisier, directrice conseil chez Citron. Donc je manage l'équipe d'ingénieurs conseil et d'énergie manager qui accompagne au quotidien les clients sur des prestations d'efficacité énergétique. Et j'étais auparavant énergie manager et donc je travaillais sur la gestion des fournisseurs également avec mes clients. Et donc je suis accompagnée de Christelle. Je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Christelle Gomez, je suis Energy Manager chez Citron. J'accompagne nos clients dans leur transition énergétique, donc aussi bien dans la préconisation et la mise en place d'actions de performance énergétique, mais aussi dans la gestion de leurs fournisseurs d'énergie et dans la maîtrise de leurs coûts, notamment avec des achats d'énergie. Donc Citron, nous sommes une PropTech qui propose des services en efficacité énergétique. Donc nos clients, nous accompagnons nos clients pour la réduction de leurs coûts et de leur consommation d'énergie, également la réponse aux réglementations, comme par exemple le décret tertiaire pour la dernière en date. Et pour cela, nous avons développé deux outils. Tout d'abord, une plateforme de management de l'énergie, Citron, qui vous permet de collecter automatiquement l'ensemble des données inhérentes à l'énergie, donc pour votre entreprise ou votre collectivité, de digitaliser votre management et d'automatiser votre suivi. Et en parallèle, nous avons une équipe d'experts en transition énergétique, qui sont les ingénieurs conseil et énergie management. Aux outils innovants de mesure développés en interne, vont permettre de détecter des actions d'efficacité énergétique toujours plus pertinentes et adaptées à vos besoins pour avoir des temps de retour sur investissement les plus performants. Donc aujourd'hui, nous avons articulé la présentation en trois axes principaux. Tout d'abord, nous allons rappeler comment est structuré le marché de l'énergie en France aujourd'hui. Et Christelle expliquera comment les fournisseurs construisent leurs différentes offres donc du coup pour vos contrats. Et on terminera par quelques bonnes pratiques pour gérer au mieux du coup votre prix de fourniture et votre contrat. Donc pour rappel, sur le marché de l'énergie, un petit historique, il y avait auparavant deux acteurs majeurs, EDF et GDF, et également donc, des acteurs qui existent toujours qui sont des régies locales ou ELD. Donc par exemple, dans les régions comme Strasbourg, Bordeaux ou Metz, vous retrouvez ces acteurs qui sont vraiment localisés. Mais ouais, il y avait majoritairement deux grands acteurs. Suite à des directives européennes pour du coup l'ouverture à la concurrence, donc qui ont été progressifs entre 1996 et 2009. Il y a eu la construction d'un marché intérieur de l'énergie pour toute l'Union européenne afin de sécuriser l'approvisionnement et d'avoir un prix abordable pour tous les clients. Donc ça nous fait aujourd'hui un marché organisé de telle manière, avec tout d'abord une production d'électricité ou de gaz de différentes énergies fossiles comme le fioul ou le charbon, énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque, l'éolien ou l'hydraulique pour l'électricité, et la méthanisation par exemple pour le gaz, et également l'énergie nucléaire. Donc, comme vous le savez, l'énergie nucléaire est très prépondérante dans le mix énergétique d'électricité en France. Nous avons regardé le mix hier à midi par exemple, et il y avait par exemple 63% de la production qui venait du nucléaire, 15% de l'hydraulique, 12% du solaire, 4% du gaz, 3% de l'éolien, 1% du charbon et 1% de bioénergie. Donc on voit qu'aujourd'hui, concernant l'électricité, le mix est majoritairement par le nucléaire. Une fois que notre électricité ou gaz est produit, il faut ensuite le transporter. Donc là, on retrouve deux acteurs, RTE, qui est donc le réseau de transport d'électricité, et GRT Gaz, qui font office de grands axes autoroutiers pour permettre d'acheminer l'électricité et le gaz le plus loin et rapidement sur le territoire. Ensuite interviennent les distributeurs, qui sont GRDF et Enedis, qui eux font plutôt office d'axes secondaires qui vont vous permettre d'acheminer l'électricité ou le gaz jusqu'à votre compteur dans votre bâtiment, que vous soyez particulier ou une organisation.
Donc tout cela vous permet d'avoir votre électricité ou votre gaz, tous en raccordement. Mais ensuite, pour pouvoir du coup avoir une consommation et donc pouvoir utiliser cette énergie, vous devez souscrire à un contrat auprès d'un fournisseur. Donc historiquement, c'était là où on n'avait que majoritairement 2 acteurs. Et aujourd'hui, vous allez retrouver une multitude de fournisseurs. On en a cité certains en exemple ici, mais il y en existe bien d'autres, que ce soit pour l'électricité ou le gaz. Et il faut savoir que ce fournisseur, en tant que client, va être votre unique interlocuteur. C'est-à-dire qu'il va vous éditer une facture et vous allez régler cette facture en fonction de votre consommation auprès du fournisseur. C'est pourquoi il est important de bien comprendre comment est structurée, comment est organisée l'offre de votre fournisseur pour pouvoir gérer au mieux donc, du coup, ce montant, cette facture. Mais il faut savoir que votre facture est constituée en 3 parties principales. Tout d'abord, la partie fourniture qui là est du coup gérée par le fournisseur. C'est ce que vous allez renégocier dans votre contrat. Il y a également une partie acheminement qui est reversée ensuite au distributeur, qui là est vraiment liée donc à votre raccordement, que ce soit d'électricité ou de gaz. Et il y a également une 3e partie qui sont les taxes. Il faut savoir que les fournisseurs peuvent être producteurs ou non, et donc acheter l'énergie aux producteurs. Il y a différents cas qui existent. Tout ce marché de l'énergie est régularisé par la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, qui fait en sorte que les règles, les politiques énergétiques en France soient bien appliquées par ces différents acteurs que sont les producteurs, transporteurs, distributeurs et fournisseurs. Donc, comme on vient de le dire, le fournisseur est quand même l'acteur principal avec qui vous allez être en contact. Et Christelle donc, va vous expliquer comment les offres sont construites. Merci Morgane. Je vais vous expliquer comment bien négocier votre prix de fourniture. Votre facture est donc composée d'une composante fourniture sur laquelle vous avez un impact en termes de prix, sur la composante acheminement et sur la composante taxe. Il est hyper important de maîtriser ces coûts de fourniture et on va vous expliquer pourquoi. Les marchés d'électricité et du gaz, ce sont des marchés qui sont très concurrentiels. Morgane vous l'a dit, on a des dizaines de fournisseurs d'électricité et de gaz naturel. C'est d'autant plus difficile de faire sa place dans ce marché que 1 kWh d'électricité ou 1 m3 de gaz, il aura la même qualité qu'il soit fourni par Engie ou par Total Direct Energy. Ça ne va pas être comme un constructeur automobile qui va faire valoir la qualité du moteur de ses voitures par rapport à celle de ses concurrents. Ici, on est sur un même produit. Donc, les fournisseurs ils vont devoir s'orienter sur d'autres axes pour pouvoir être compétitifs et séduire un consommateur. Donc, quels sont ces axes? Tout d'abord, il y a le prix qui va être le sujet ici. Ensuite, il y a des options contractuelles. Par exemple, est-ce que vous voulez de l'énergie verte? Et enfin, il y a les services associés. Est-ce qu'on a un interlocuteur dédié pendant la durée du contrat? Est-ce qu'on va avoir un espace client? Donc, pour maîtriser votre prix, aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre les offres que les fournisseurs y proposent pour pouvoir en fait les challenger dessus. Et pour pouvoir connaître ces offres, il faut comprendre comment les fournisseurs vont construire leur offre. C'est hyper important et c'est ce qu'on va vous expliquer. Donc voilà. Avant d'entrer dans ces explications, petite définition. L'électricité et le gaz naturel donc, sont fournis sur des points de livraison. Donc, ce sont des compteurs, des points de comptage. Et en électricité, ils sont segmentés dans ce qu'on appelle donc une segmentation. Et en gaz naturel, ils sont catégorisés dans des options tarifaires. Pour l'électricité, on va de C1 à C5. Donc, si on remonte de bas en haut, les C5, ce seront les points de livraison avec une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, kVA. Donc, c'est ce qu'on appelait anciennement en fait, les tarifs bleus, donc les tarifs résidentiels, les petites boutiques. Les C4, ce sont les puissances souscrites comprises entre 36 et 250 kilowatts. Les C2 et les C3, ce sont plutôt les industriels, donc une puissance souscrite supérieure à 250 kilowatts, ce qu'on appelait avant les tarifs verts. Et enfin, on a les C1 qui sont en fait un cas particulier où vous avez en fait un point de livraison où vous n'avez pas un contrat uniquement avec votre fournisseur qui va vous refacturer votre acheminement à l'euro, puis le redistribuer à Enedis. Dans le cadre d'un contrat CARD, vous avez un contrat d'accès aux réseaux de distribution, vous avez un contrat pour votre acheminement avec Enedis et un contrat pour votre fourniture avec votre fournisseur. Dans le cadre du gaz naturel, donc c'est une catégorisation qui fonctionne un peu sur le même principe, sauf qu'ici, on base plutôt la catégorisation sur la consommation. Si vous consommez moins de 6 MWh par an, vous aurez un tarif T1. Et puis, si vous aurez un tarif T4, si vous consommez plus de 5000 MWh par an. Il y a le cas particulier des TP, où ce sont des industriels qui sont raccordés directement au réseau de transport de gaz naturel. Alors,
On entre un peu sur la partie un peu complexe du webinaire. Accrochez-vous, posez-nous vos questions, on va vous expliquer tout ça. Donc, je vous l'ai dit, il faut comprendre les formules de prix des fournisseurs pour pouvoir bien négocier son prix. Mais pour comprendre ces formules de prix, il faut savoir comment fonctionne le marché de l'énergie et comment les fournisseurs vont s'approvisionner. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer ici. Morgane vous l'a dit, un fournisseur d'électricité et de gaz, il n'est pas nécessairement producteur. Ça veut dire qu'il y a plein de méthodes d'approvisionnement qui sont possibles. Donc, un fournisseur, s'il est producteur aussi, s'il a cette chance, il peut utiliser sa production propre. Sinon, il peut acheter aussi de l'électricité et du gaz sur des bourses organisées. Il a une bourse européenne de l'électricité et du gaz naturel. On a des prix qui varient chaque jour. Dessus, on a différents produits. On peut acheter de l'électricité et du gaz pour dans 1 an, pour dans 2 ans, pour 6 mois, donc sur différentes échéances, mais aussi sur différentes durées. On peut acheter de l'électricité pour 3 mois, pour 1 an. Voilà. Donc, on a différents produits qui permettent de couvrir tous les besoins. On va voir dans la slide d'après le cours de cette bourse organisée. Pour l'électricité, il existe le dispositif AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. En fait, c'est un dispositif qui permet aux fournisseurs alternatifs, les fournisseurs alternatifs, ce sont les fournisseurs qui ne sont pas EDF, qui ne sont pas des fournisseurs historiques. En fait, ce dispositif oblige EDF à vendre 100 TWh, donc un quart à peu près de sa production nucléaire, à ses concurrents à prix coûtant, donc sans marge, de manière à ce que les fournisseurs, quand le marché n'est pas favorable, les fournisseurs alternatifs, quand le marché n'est pas favorable, ils puissent pouvoir acheter dans les mêmes conditions qu'EDF, et donc pour que ce soit plus équitable. Enfin, il y a l'approvisionnement qu'on dit en gré à gré, c'est-à-dire un fournisseur peut très bien aller acheter directement son électricité, son gaz auprès du producteur. C'est comme en fait un géant de la distribution qui va vouloir vendre des pommes et qui, pour pouvoir acheter les pommes qu'il va vendre, va soit les acheter à un revendeur et à un intermédiaire, soit directement aller les acheter chez des producteurs qu'il connaît. C'est le même principe. Donc, pour un fournisseur, il est hyper important, voire vital, d'avoir une stratégie d'approvisionnement qui soit bien calculée, bien faite, pour pouvoir limiter les risques financiers. Cette stratégie d'approvisionnement, elle relève en fait du secret des fournisseurs et elle va changer en fait en fonction du cours du marché. Je te laisse passer page suivante. Merci beaucoup. Alors, voici un beau graphique, magnifique graphique. C'est une partie de la bourse de l'électricité et la bourse du gaz naturel. Donc, on a en bas, la courbe grise, c'est la courbe du gaz. En gros, c'est le cours du gaz naturel. Et en haut, c'est une partie du cours de l'électricité. En abscisse, on a les dates de fixation des prix. Et en ordonnée, on a donc l'unité de coût de l'électricité et du gaz naturel, donc les euros du mégawattheure. Alors déjà, il faut savoir que cette bourse de l'électricité et du gaz naturel, elle varie selon différents facteurs. Elle va varier, c'est une bourse, donc elle va varier forcément en fonction de l'offre et de la demande, mais aussi en fonction de facteurs climatiques, qui sont aussi du coup reliés à l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'en période de forte canicule ou en période de grand froid, les prix vont augmenter. Cette bourse varie aussi en fonction du cours du pétrole. Elle peut varier aussi en fonction d'événements politiques, comme par exemple le Brexit, ou alors d'autres événements annexes, comme par exemple notre star du moment, qui a eu un impact assez visible sur nos prix de l'énergie. On va le voir tout de suite. On va commencer par commenter la courbe du gaz. C'est la courbe grise, donc en bas. On voit que le cours du gaz naturel, c'est un cours qui varie assez peu quand on le compare avec le cours de l'électricité juste au-dessus, mais quand même, on peut avoir des variations de plus 50%. Ce cours du gaz naturel, on voit qu'à partir du confinement, donc c'est la barre verticale rouge, c'est la barre qui correspond au 16 mars 2020, donc le début du confinement, les prix du gaz naturel ont baissé de manière assez significative. Ce sont les plus faibles depuis le 1er janvier 2018. Si on regarde la courbe de l'électricité, alors, ces courbes de l'électricité représentent une partie du produit électricité. En électricité, on a deux produits. On a un produit pointe et un produit base. Le produit pointe, en fait, c'est l'électricité consommée à des moments qu'on qualifie de pointe, c'est-à-dire des moments où il y a plus de demande. Donc, c'est de 8h à 20h du lundi au vendredi. Et ensuite, on a les produits base, qui est l'électricité consommée le reste du temps. Donc ici, on voit le cours. Donc, les courbes qui varient, ce sont les trois courbes du produit base en IR plus 1, IR plus 2 et IR plus 3. Donc, la courbe bleu foncé, c'est la courbe IR plus 1 où, en fait, vous avez le cours de l'électricité si vous achetez à date pour dans 1 an. Donc, par exemple, si vous achetez en 2018 à IR plus 1, ce sera pour 2019. En 2019, à IR plus 1, ce sera pour 2020. Et si en 2020, vous achetez à IR plus 1, ce sera pour 2021. À IR plus 2, ça sera pour 2022. À IR plus 3, ça sera pour 2023.
La courbe horizontale que vous voyez en bleu, c'est l'Arenh. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater déjà sur cette courbe de l'électricité donc en base? C'est que déjà, à partir d'avril 2018, les prix sont repassés au-dessus de l'Arenh. Ça veut dire que pour les fournisseurs alternatifs, il est devenu plus intéressant d'acheter de l'électricité en Arenh que de l'électricité à prix de marché. Donc, une partie de leurs prix ont été composés en Arenh. Ces prix sont repassés sous l'Arenh avec la crise du coronavirus et le confinement. Loi de l'offre et de la demande oblige. On a fermé des industries, on a fermé des usines, donc les prix ont dégringolé. Donc, il y a des vraies opportunités, malgré le contexte terrible, il y a des vraies opportunités à renégocier dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut constater, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, en fait, c'est que déjà, il est très, très important d'acheter au bon moment. C'est-à-dire que votre fournisseur, il va marger de manière raisonnable, mais que pour vous, du coup, acheter en 2020 et acheter en... Voilà, là, sur 3 mois, si vous avez acheté en mars 2020, vous n'aurez pas les mêmes tarifs que si vous avez acheté en janvier 2020. On remarque aussi qu'il est important et intéressant d'acheter sur plusieurs années dans certains cas. Par exemple, si vous regardez les prix du 2 août 2019, donc en IR+1, vous voyez que les prix du IR+1 sont bien supérieurs aux prix du IR+2 et du IR+3. Donc, ça peut être intéressant d'acheter pour 2 ans pour pouvoir en fait minimiser le prix, en fait, le lisser un peu, le prix global. Aussi, on peut en conclure aussi que pour les fournisseurs, c'est très compliqué de maîtriser une stratégie d'achat et de revente fiable et pérenne parce que, comme nous, ils subissent le marché. C'est d'autant plus vrai que l'électricité ne se stocke pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un fournisseur, quand il va vous faire une offre, où il va vous proposer de vous fournir 100 MWh de gaz naturel, d'électricité au 1er janvier 2020, il ne sait pas dans quelles conditions cette électricité-là sera produite. Il ne sait pas si au moment où cette électricité sera produite, le réseau sera stable ou si, par exemple, la puissance que vous avez demandée sera supérieure à celle qu'il avait prévue. Donc, c'est un risque financier pour lui. D'autant plus que, du coup, l'électricité que le fournisseur va acheter aujourd'hui ne sera produite que quelques microsecondes avant d'être consommée. Donc, les fournisseurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout un panel d'offres variées et créatives pour pouvoir, en fait, s'affranchir de ce risque-là et pour pouvoir être compétitifs. Et c'est ce qui va faire l'objet de la prochaine slide. Alors, ici, on s'intéresse donc aux formules de prix proposées. Donc, on entre dans le vif du sujet. Demain, si vous recevez un contrat fournisseur, vous aurez une formule de prix qui sera proposée. Donc, on distingue les offres de marché des tarifs réglementés de vente dont on parlera tout à l'heure. Donc, en offres de marché, qui sont proposées à tous les consommateurs depuis progressivement depuis l'ouverture de la concurrence, on distingue 2 grandes familles de prix. Il y a le prix fixe et le prix variable indexé sur le marché ou sur les tarifs réglementés de vente. Le prix fixe, en fait, c'est un prix de la molécule de gaz ou de l'électron qui va être fixé en général en une fois et qui ne va pas bouger pendant tout le contrat. Alors, ça a un avantage qui est visible, c'est que vous connaîtrez votre budget énergie de manière assez précise. En revanche, vous aurez un prix qui sera fixé en une fois et qui ne va pas bouger. Du coup, si vous avez un marché qui baisse, comme là c'était le cas pour le coronavirus, vous n'en bénéficierez pas. Le prix variable, donc indexé marché, en fait, ça va être un prix qui va suivre, selon certaines conditions fixées au contrat, il va suivre en fait des évolutions du marché. Donc, c'est un prix qui vous permettra de bénéficier des éventuels effets d'aubaine du marché. Mais en revanche, si le marché monte, votre prix va augmenter et vous n'aurez pas de visibilité budgétaire. Donc, voilà pour les grandes familles de prix. Sachez que les fournisseurs, évidemment, pour s'affranchir de ces inconvénients-là, ils font montre de beaucoup de créativité. Ils peuvent proposer différentes formules de prix qui permettent justement de trouver le meilleur parti pris. Alors, on va en citer quelques-unes. Par exemple, pour le gaz, il y a une possibilité de faire une offre swap. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment évolue le marché, vous pouvez passer d'un prix fixe à un prix indexé et inversement. Ça permet d'être toujours à l'optimum. Pour l'électricité, il existe une option de swap puis revente Arenh. C'est-à-dire que si le fournisseur a prévu pour vous de l'électricité avec une part d'Arenh, mais qu'ensuite, avant votre fourniture, le marché redevient favorable par rapport à l'Arenh, le fournisseur peut parfaitement revendre votre Arenh. Et pour vous, c'est tout bénéfice aussi parce que votre prix va baisser. Et enfin, pour s'affranchir de l'inconvénient du prix fixe où le tarif est fixé en une fois, il existe les formules de clic qui permettent de pondérer le prix. C'est-à-dire que vous allez dire avec votre fournisseur, bon, on va fixer notre prix en 3 ou en 6 clics. Donc, vous allez contractualiser avec lui, mais sans fixer le prix. Et le prix, en fait, il sera fixé en 3 ou en 6 fois
en fonction du marché. C'est-à-dire que vous envoyez un ordre d'achat à votre fournisseur et lui, en fait, à différents moments, quand vous lui enverrez ses ordres d'achat, va pouvoir, on dit, toper pour pouvoir fixer votre prix. Et donc, si, avec un peu de chance, le marché baisse après que vous ayez contractualisé, vous aurez un prix lissé qui sera plus intéressant que si vous aviez fixé votre prix en une fois au moment de la contractualisation. Donc, en fait, il y a autant d'offres qu'il y a de fournisseurs. Les fournisseurs sont créatifs et le meilleur moyen de déceler l'offre la plus compétitive, c'est de réaliser une consultation. On ne saura pas si un fournisseur est compétitif si on ne peut pas le comparer à d'autres fournisseurs. Après, vous pouvez aussi, si vous avez une relation de confiance avec votre fournisseur actuel, vous pouvez aussi le challenger sur les offres qu'il peut proposer. Un fournisseur, ça reste un partenaire. Il faut savoir une chose, c'est que ces prix-là, en fait, les offres-là constituent 80% de votre prix de fourniture. Il y a d'autres composantes sur votre prix qu'on pourra vous détailler si vous le souhaitez dans les questions. Une dernière chose, il est possible pour vous d'intégrer votre fourniture dans votre contrat d'exploitation, notamment pour le chauffage. Et je souhaiterais en fait ajouter un dernier mot concernant le cours du marché de l'électricité et du gaz naturel. Ce sont des prix qui vont augmenter. Là, avec le coronavirus, c'est exceptionnel, mais ce sont des prix qui sont en tendance haussière. Aujourd'hui, parce que la demande va augmenter, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus d'appareils électriques. Avec le réchauffement climatique, la demande en clim va augmenter aussi. Du coup, c'est une tendance qui va continuer à augmenter, d'autant plus qu'on va sortir du nucléaire et que le nucléaire, ça a l'avantage d'être pas cher. On a l'électricité parmi les moins chères d'Europe. Donc, il est hyper important vraiment de suivre ces marchés-là et de maîtriser ces tarifs d'électricité et de gaz naturel pour pouvoir en fait être toujours à l'optimum et subir le marché le moins possible. Ceci étant dit, on vous a parlé donc des offres de marché. Il existe aussi des offres en TRV. Peut-être que certains d'entre vous, pour certains sites, y ont droit. Jusqu'à aujourd'hui, tu es éligible au TRV en électricité. Donc, les sites en fait en tarif bleu, donc des puissances souscrites inférieures à 36 kVA. Et en gaz naturel, donc c'était pour les entreprises ayant une consommation inférieure à 30 MWh par an. Et pour les syndicats de copropriétaires, c'était pour ceux qui avaient une consommation inférieure à 150 MWh par an. Il y a une évolution réglementaire, c'est-à-dire qu'à partir du 31 décembre 2020 pour l'électricité, ces TRV vont disparaître pour les clients non domestiques employant 10 personnes ou plus ou dont le chiffre d'affaires, recette ou bilan est supérieur à 2 millions d'euros. À partir du 2 décembre 2020, les tarifs réglementés de vente vont disparaître pour tous les sites non résidentiels. Donc, pour toutes les entreprises, les tarifs réglementés de vente en gaz vont disparaître. Pour les syndicats de copropriétaires, cette disparition aura lieu au 1er juillet 2023. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si sur votre parc, vous avez des sites qui sont en TRV, vous avez obligation de souscrire à une offre de marché. Alors, soit avec le fournisseur historique, donc EDF pour l'électricité et Engie pour le gaz naturel, soit avec un fournisseur alternatif. Sinon, en fait, vous allez basculer directement sans négociation chez EDF pour l'électricité et chez Engie sur le gaz. On vous conseille de négocier parce qu'en fait, tout simplement, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'impact vous ne pourrez pas négocier vos tarifs ni les clauses de votre contrat. Voilà, c'est une actualité réglementaire qu'il faut surveiller. Pour finir, on vous a parlé de l'électricité et du gaz naturel. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi d'autres alternatives, notamment le réseau de chaleur urbaine, qui peut être une bonne alternative pour le chauffage. Donc, ce n'est pas présent partout en France, c'est présent uniquement dans certaines villes. Ça peut être une alternative intéressante au gaz. Donc, c'est en fait de la chaleur qui est produite en sous-station et qui peut être distribuée à des bâtiments, à des blocs résidentiels. Et en fait, cette chaleur, elle est produite avec un mix de production varié, donc qui peut être plus ou moins écologique. Donc, on peut trouver de la géothermie, de la biomasse, du bois, des déchets, du gaz, du fioul, de la récupération de chaleur, notamment par exemple avec des salles serveurs, et du solaire thermique. Donc, si votre ville, elle dispose d'un réseau de chaleur urbaine, ça peut être intéressant de voir l'intérêt économique par rapport au gaz ou au fioul, si vous êtes chauffé au fioul. Mais par contre, on ne peut pas vraiment statuer sur nous, on ne peut pas vraiment statuer sur cet intérêt économique pour vous parce que c'est un prix c'est un secteur qui est monopolistique régionalement. Donc, en fait, ça va varier d'une ville à l'autre. Il y en a à Paris, il y en a à Grenoble. Et du coup, ça ne fait pas l'objet d'une régulation nationale. Il y a une autre alternative à la climatisation pour le froid, ce sont les réseaux de froid urbain. En fait, ce sont des grands circuits de froid qui sont obtenus en fait par refroidissement, notamment via les eaux fluviales. C'est le cas à Paris dans la Seine. Pareil, si vous avez un réseau de froid urbain dans votre ville, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, ça peut être une super alternative.
C'est bon pour moi. Je te passe la main, Morgane. Merci Christelle. Pour rappel, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions par rapport à tout cela, de les poser dans Q&R pour qu'on puisse y avoir accès à la fin. Donc maintenant, on va parler de bonnes pratiques, comme Christelle vient de parler, donc sur les négociations de vos contrats d'énergie et de gaz et d'électricité, donc lorsqu'il arrive à son terme. Donc, il est important de renégocier ce contrat et de valider certaines conditions qui vont vous permettre d'avoir un cahier des charges le plus approprié à votre parc, à vos besoins et également à votre politique dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut bien définir donc, la politique énergétique, c'est-à-dire sur quelle durée de fourniture on souhaite générer ce nouveau contrat, quelle formule de prix adapter, est-ce qu'on veut prendre un prix fixe ou un prix indexé. Également, quelle procédure adopter, donc est-ce qu'on renégocie avec notre fournisseur actuel ou alors est-ce qu'on va plutôt vers une mise en concurrence via une consultation. En troisième point également, donc le choix de clauses contractuelles spécifiques. On peut par exemple d'une partie ou la totalité de la production en énergie verte, également la flexibilité du périmètre pour pouvoir faire entrer ou sortir des sites sans pénalité. Et donc pour les entrées, faire bénéficier ces bâtiments, ces sites des prix négociés. Pour les parcs multisites, il est également possible de réfléchir à des achats séparés en fonction du segment pour pouvoir optimiser les prix en fonction du fournisseur par exemple, ou alors des achats groupés, donc d'avoir un contrat pour l'intégralité du parc. Et enfin, de définir quelles ressources humaines vous allez dédier à cette renégociation en interne et ou en externe en fonction de votre choix pour pouvoir négocier au mieux votre contrat et donc maîtriser votre budget d'énergie. Donc, lorsque vous faites cette renégociation au terme de votre contrat, l'inconvénient, c'est que vous êtes dépendant du marché. Comme on a pu voir, le marché, que ce soit d'électricité ou de gaz, est très volatile. Donc, à ce moment-là, vous allez être dépendant de l'état du marché à cette renégociation. C'est pourquoi une deuxième bonne pratique est de mettre en place une veille tarifaire, c'est-à-dire de suivre cette évolution et de suivre ce cours du gaz et de l'électricité pour acheter au bon moment et donc bénéficier des meilleures conditions pour négocier votre contrat. Donc pour cela, vous pouvez redéfinir en interne également donc les ressources que vous allez accorder, d'ailleurs en interne ou en externe, pour ce suivi et cette surveillance. Donc à titre d'exemple, on voulait vous partager un retour d'expérience d'un client multisite qui a eu la chance du coup en tout cas qui a surveillé le cours d'électricité et pu voir la baisse liée au confinement et à la crise donc, du coronavirus. Et donc sur son parc, il a renégocié ses contrats pour ses 22 PDL d'électricité et son PDL de gaz, qui initialement étaient sur 4 contrats différents négociés à différents moments. Et donc avec cette aubaine, cette baisse du prix de fourniture, il a pu générer jusqu'à 48 000 € de gains sur les 3 ans de contrat, ce qui fait à peu près 5% d'économie sur le budget énergie annuellement. Donc c'est pourquoi il est très important aussi de suivre ce cours de l'électricité et du gaz pour bénéficier des meilleures conditions. Une troisième bonne pratique, là, qui est plutôt liée à votre tarif d'acheminement. Donc, comme on l'a vu précédemment, c'est l'impact plutôt lié au distributeur, donc sur votre raccordement de votre bâtiment. C'est de dimensionner au mieux votre puissance souscrite et également votre type de raccordement en fonction de votre profil de consommation. Donc là, on parle plutôt pour l'électricité et donc par le biais d'Enedis. Donc tout d'abord, la puissance souscrite, donc c'est quelque chose que vous définissez avec donc, Enedis pour votre raccord, votre bâtiment, et qui va vous permettre d'avoir accès à donc, cette puissance sur votre bâtiment. Imaginons que nous avons défini initialement 140 kW, donc c'est le besoin pour notre bâtiment. En réalité, la puissance réellement atteinte va dépendre donc, des différents usages et de la consommation, des régulations, etc. Comme par exemple pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, les prises de courant et autres usages en fonction de votre activité. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur votre facture et vous allez pouvoir regarder quelle est votre puissance réellement atteinte en fonction de votre besoin sur votre bâtiment au cours de l'année.
Par exemple, cette puissance peut être bien inférieure et donc vous allez pouvoir réduire votre puissance souscrite pour générer des gains. Et également, vous pouvez avoir le cas où votre puissance maximale atteinte est bien supérieure. Dans ce cas-là, Enedis vous facture ce qui s'appelle un dépassement quadratique parce que vous demandez trop de puissance par rapport à votre contrat. Donc là encore, c'est possible d'optimiser pour avoir la puissance la plus adaptée à votre besoin et donc avoir un contrat, un acheminement le plus adapté. Il est également possible de générer, enfin, en tout cas d'étudier votre profil de consommation plus précisément pour pouvoir choisir quelle sera votre formule d'acheminement la plus adaptée. Donc, c'est ce qui est entendu par longue ou courte utilisation. Donc là, c'est dépendant de votre activité. Est-ce que vous avez une consommation assez stable sur un nombre d'heures ou alors est-ce que vous avez des appels de puissance ponctuels, donc, comme je disais, liés à votre activité? Donc, tout cela peut vous permettre d'optimiser et de réduire le coût de l'acheminement sur votre facture. Et donc, à titre d'exemple, nous avons également eu avec un client le cas d'un parc de 85 PDL d'électricité. 23 d'entre eux avaient une puissance à optimiser, donc à optimiser par rapport aux besoins des bâtiments. Et cela a permis de générer 1%, jusqu'à 1% de gain sur le budget d'électricité de ce client. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est à étudier. Et bien entendu, dès que vous allez faire des actions d'efficacité énergétique, par exemple remplacer des équipements par des équipements plus performants, vous allez pouvoir réétudier ce nouveau besoin sur votre bâtiment et à nouveau réduire votre puissance. Enfin, une dernière bonne pratique plus générale, c'est sur votre gestion énergétique et comment mieux la contrôler. C'est-à-dire comment être acteur aussi dans votre gestion énergétique au quotidien avec votre fournisseur, qui, comme on l'a dit, est votre interlocuteur direct. Donc pour cela, c'est gérer vos entrées et sorties des multisites pour qu'ils soient intégrés dans votre contrat groupe, par exemple. Également, contrôler votre facture, donc entre le contrat que vous avez négocié et la facture éditée. Vérifier que l'électron, la molécule, que le mécanisme de capacité, les C2E ou l'abonnement par exemple, correspondent bien à ce qui a été négocié et donc de vérifier s'il n'y a pas un trop facturé ou un pas assez facturé de la part du fournisseur. Également, être accompagné ou surveiller de votre côté la veille réglementaire. Comme on a vu un exemple avec Christelle, il y a dans l'actualité la fin des tarifs de vente réglementés. Mais il peut y avoir également, par exemple, des nouvelles exonérations de taxes ou de nouvelles taxes qui apparaissent. Donc, tout ça à surveiller pour également voir l'impact sur votre budget et s'il faut renégocier ou non votre contrat. Vous avez également des dispositions techniques dont vous pouvez avoir besoin pour des rendez-vous de changement de compteur, des ouvertures de compteurs si vous avez un nouveau site. Également, comme on l'a vu précédemment, le changement de puissance souscrite. Donc, tout ça, être acteur pour que ce soit fait dans des délais courts. Et enfin, à votre changement de fournisseur ou votre changement de contrat, ce qui est également lié à votre contrôle de facture, donc vérifier que le changement, la bascule se fasse bien, que tous les sites, par exemple, soient bien intégrés sur votre nouveau contrat et que les tarifs négociés soient bien appliqués. Donc, tout cela, vous pouvez le faire via votre fournisseur qui, lui, ensuite fera le lien avec le distributeur pour mettre en place vos différentes actions. Donc, ça peut être fait par un Energy Manager en interne ou en externe. Vous pouvez également mettre en place des outils digitaux pour cela, pour automatiser le contrôle de la facture, par exemple, et également paramétrer des alertes sur vos espaces clients pour pouvoir suivre au mieux vos contrats et également vos consommations. Donc, comme on l'a dit, là, on a discuté vraiment sur la partie contrat, la partie négociation, évolution des prix, et également optimiser son acheminement. Mais après, pour aller plus loin, il y a toujours la mise en place d'actions de performance énergétique pour vous permettre ensuite de réduire votre budget en économisant sur la consommation d'énergie. Merci à tous pour votre participation. On va profiter de ce moment pour répondre à vos questions. Hop. Oui. Je vais laisser Christelle commencer. Tu as eu le temps. Alors, bonjour, votre support sera-t-il diffusé aux participants ensuite? Oui, tout à fait. Vous allez les recevoir par mail, Morgane? C'est ça? Ce sera diffusé à la suite, oui. Voilà. Deuxième question, quelles sont les évolutions de taxes à prévoir en 2020? Alors, en fait, en termes de taxes pour le gaz naturel et pour l'électricité, vous avez les taxes communales départementales.
la contribution tarifaire d'acheminement qui est directement liée à votre tarif d'acheminement. Donc, bon, ça, on ne sait pas trop. Et vous avez aussi la taxe à la consommation qui s'appelle la CSPE. Pour l'instant, pour les années à venir, on n'a pas de visuel en fait, sur les évolutions de cette taxe. A priori, elle ne sera pour l'instant pas amenée à évoluer. Pour le gaz naturel, la taxe à la consommation s'appelle la TICGN, donc taxe intérieure à la consommation de gaz naturel. En fait, cette taxe-là a beaucoup augmenté ces dernières années. Elle est passée de 5 et des bananes en 2017 à 8,45 en 2018. Et elle devait passer de 8,45 à 10,34 en 2019. Cette taxe-là, en fait, a été gelée. Elle est restée à 8,45 en 2019 et en 2020 grâce en fait, aux Gilets jaunes. Donc, ça fait partie des dispositions gouvernementales suite à cette crise-là. Et du coup, pour l'instant, cette taxe, elle est fixée à 8,44 € du mégawattheure. Et pour l'instant, elle ne sera pas amenée à évoluer, enfin, de ce que l'on sait. Ensuite, CPCU est globalement intéressant, sauf partie fixe du contrat qui est important, environ 40%. Oui, tout à fait. En fait, il y a toujours la partie fixe et la partie variable dans une facture. Il est intéressant en fait, de toujours comparer toutes les composantes. Pourra-t-on recevoir votre présentation? Oui. Oui. Alors, bonjour, comment peut-on avoir accès aux données de la Bourse de l'énergie? Alors, la Bourse de l'électricité s'appelle EEX et la Bourse du gaz naturel s'appelle PowerNext. C'est directement en ligne, vous pouvez les taper sur Google. Après, bon, il y a différents produits. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais en gros, vous avez le marché spot qui est l'électricité et le gaz achetés du jour pour le lendemain, et les produits futurs, donc, qui sont des électricités et du gaz qui vont être achetés pour dans un trimestre, pour dans un an, pour dans 2 ans. Donc, vous avez en fait les évolutions de ces prix-là, tout sur Internet. Donc, EEX pour l'électricité et PowerNext pour le gaz naturel. Voilà. Bonjour. Le tarif, n'hésite pas Morgane si tu veux répondre à des questions. Vas-y. Le tarif de 42 € du mégawattheure de l'électricité à Rennes est-il vraiment un prix coûtant, sachant que pour couvrir les coûts réels de production nucléaire, les tarifs de vente doivent être bien supérieurs à 42 €? Alors, c'est soumis à débat. Justement, il y avait un débat pour monter le prix de la Rennes. Effectivement, a priori, les 42 € en fait seraient juste les coûts de production et d'exploitation subis par EDF. Et encore, bon, on n'est pas chez EDF, donc on n'est même pas sûr que ce soit ça. Mais effectivement, a priori, dedans ne sont pas du tout pris en compte les prix de démantèlement des centrales et de traitement des déchets. Voilà, on met une réserve dessus, mais a priori, effectivement, ces 42 € du mégawattheure, c'est vraiment de la production propre d'électricité nucléaire. Et du coup, ce sera peut-être amené à être modifié. Oui, il y a des gros débats en fait, sur l'évolution du plafond à Rennes. Et d'ailleurs, si vous avez une formule de prix qui est composée en partie à Rennes, il faut faire attention parce que déjà, si le tarif à Rennes évolue de 42 par exemple à 44 € du mégawattheure, votre prix va évoluer. Et il y a aussi un risque de ce qu'on appelle un écrêtement à Rennes, c'est-à-dire que quand les demandes des fournisseurs alternatifs dépassent les 100 TWh, par exemple si c'est 130 TWh, il y a ce qu'on appelle un écrêtement. C'est-à-dire qu'en fait, les fournisseurs vont bénéficier uniquement de 100 TWh, mais du coup, ils ont fait plus de demandes que ça, donc ils vont devoir se répartir ces 100 TWh entre eux au prorata de leurs demandes, ce qui signifie en fait qu'une partie de ce qu'ils avaient prévu en arène ne pourra pas être fournie en arène et que donc, ils vont le remettre à prix de marché. Et donc, bon, s'ils ont acheté en arène, c'est qu'a priori, le marché était supérieur à l'arène, donc ça veut dire une évolution de votre tarif à vous. Donc, petit conseil comme ça, quand vous négociez, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas voir votre prix augmenter, à demander des offres sans écrêtement à Rennes. Vous aurez une part à Rennes qui sera plus faible sur votre prix, mais au moins, vous aurez un prix qui sera sécurisé. Après, c'est en fonction de ce que veut chacun. Est-ce que vous voulez un prix sécurisé ou est-ce que vous voulez un optimum? C'est à vous de voir, c'est en fonction de votre stratégie. Ça reste un risque, mais c'est vrai que ça a eu lieu pour la première fois en 2019. Et donc là, ça a eu lieu également en 2020. Où on a observé de l'écrêtement. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y en avait pas forcément eu, mais c'est possible. Voilà. Et puis là, cette année, du coup, c'est même pas sûr qu'on a un écrêtement. Avec la crise du coronavirus, il y a eu beaucoup de fournisseurs qui sont approvisionnés sur le marché. À suivre. Voilà, à suivre. Ensuite, qu'en est-il des moyens de contrôle de la Commission de régulation de l'énergie sur les prétendues offres vertes d'électricité?
plusieurs fournisseurs allèguent encore de fournitures renouvelables alors qu'ils achètent des certificats de garantie d'origine qui ne les engagent pas à une fourniture renouvelable. En effet, il existe des fournisseurs d'électricité tout à fait renouvelables, mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'a pas la capacité, une grande capacité renouvelable en France, même si c'est quand même assez correct, Morgane, en hydroélectricité, il était de combien le mix déjà? Hier, il était de 15%. 15%, voilà. Donc, on a 15% en hydroélectricité, 10%, c'est ça, en solaire. 12% en solaire, oui. Voilà. 3% en éolien. Voilà. Mais malgré tout, effectivement, en France, on n'a pas forcément une grande capacité renouvelable. Donc, quand vous souscrivez à un contrat énergie verte, en fait, ça veut dire que la plupart du temps, votre fournisseur va réinjecter, ça s'engage à réinjecter la quantité que vous consommez dans le réseau, mais en renouvelable. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, acheter à l'étranger de l'électricité renouvelable. Donc, effectivement, certaines personnes peuvent voir un peu ça comme de la poudre aux yeux. En termes, on n'a pas d'informations sur comment la CRE contrôle cela. Après, nous, ce qu'on vous conseille, c'est au niveau de quand vous contractualisez avec votre fournisseur, n'hésitez pas à lui demander quels sont les dispositifs pour ces garanties d'origine renouvelable. Souvent, ils peuvent vous donner le mix énergétique et vous rassurer sur cette question. Mais en ce qui concerne le contrôle de la CRE, on n'a pas trop d'informations. Bonjour, concernant la CSPE, les exemptions 266-15 Code des douanes, pensez-vous que ces exemptions vont perdurer ou sont-elles, à votre sens, des mesures ponctuelles? Alors, nous, on n'a pas de retour sur si les exemptions vont être supprimées ou pas. Vous pouvez être exempté tout ou partie de la CSPE quand vous êtes considéré comme électro-intensif. Donc, c'est une étude à faire en fait auprès des douanes. Vous êtes électro-intensif si vous répondez à un certain nombre de critères. Notamment, il faut regarder votre valeur ajoutée. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations sur les exemptions de CSPE. Après, effectivement, c'est une taxe à la consommation de laquelle peuvent être exemptés des clients qui consomment beaucoup. Donc, effectivement, peut-être que dans une démarche de sobriété énergétique, cette taxe-là, cette exonération-là peut être amenée à être supprimée. Pour l'instant, on n'a pas de visuel là-dessus. Il y a quand même des évolutions, parce que dans les exemptions, par exemple, l'année dernière, il a apparu les exemptions pour les data centers. Donc, c'est pas quelque chose de fixe, ça évolue. Donc, il peut y en avoir de nouvelles, ou également le pourcentage d'exemptions qui peut évoluer. Après, dans ce sens-là, dans quel sens ça va aller dans les années futures, pourquoi on ne saura pas vous dire. Mais dans tous les cas, c'est aussi pour ça qu'il faut vérifier et garder toujours une veille réglementaire pour pouvoir suivre ces différentes évolutions. Voilà. Alors ensuite, on a des questions sur peut-on envisager d'utiliser un autre outil pour les prochains webinaires? Notre ministère interdit l'utilisation de Zoom. C'est vrai qu'on a eu le cas, c'est qu'on avait initialement commencé nos webinaires avec Zoom, et donc on a continué dessus, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois le cas où donc ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas avec Zoom. Donc on va étudier une autre solution pour les futurs webinaires. Voilà. Dernière question, électricité verte, véracité des certificats de garantie d'origine. Alors ça, c'est en fait à voir avec votre fournisseur. Les fournisseurs sont plus ou moins transparents sur ces certificats-là. S'il s'agit pour vous vraiment d'un sujet important pour contractualiser avec lui, n'hésitez pas à lui en parler, à échanger avec lui dessus. Et certains fournisseurs s'adaptent et arrivent à être vraiment très transparents sur ces garanties-là. Voilà pour les questions. J'en vois pas d'autres. Ok, super. Dans tous les cas, donc on vous fournira le support. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse y répondre. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et donc, du coup, on vous envoie tout ça à la suite de webinaire. Oui, merci à vous pour votre écoute. Bonne journée.